Bonjour à tous, donc moi c'est Abderrafek Alaras, je vais commencer ma deuxième année de thèse donc avec Arnaud Bondon et Laurent Legentil à l'ISCR. Donc ma présentation d'aujourd'hui elle s'intitule Structure de cyclolipopeptide en interaction avec un lipopolysaccharide. Donc tout d'abord l'origine du cyclolipopeptide, donc c'est une bactérie marine, donc la pseudo-haltéromonas HCG6. Donc elle est isolée à partir de l'hémolèphe d'une huître. Elle ne présente aucun effet cytotoxique, mais l'avantage c'est qu'elle présente une forte activité antibactérienne. Donc c'est un projet en collaboration avec Yannick Fleury de Quimper. Donc le cyclolipopeptide, c'est un cycle heptapeptidique, donc 7 acides aminés, qui présente un caractère cationique très marqué, donc avec une charge de plus 4. Donc il y a deux résidus standards, donc la leucine et l'arginine. 5 résidus exotiques, donc on a un diaminobutyrique, un dihydrobutyrique et 3 hydroxydiaminobutyriques, donc en bêta. Donc ici on a un hydroxydiaminobutyrique un peu spécial, c'est que son NH2 terminal est impliqué dans la cyclisation de notre peptide, donc ce qui le rend encore plus exotique que ses deux copains. Donc on a un acide gras qui est lié ici par une liaison amide. Donc cet acide gras peut comporter 6, 8, 9, 10 ou 12 atomes de carbone, ce qui fait varier énormément sa masse moléculaire, donc de 926 à 982 Dalton. Donc cet acide gras il peut être insaturé ou non en position 5 et hydroxylé ou non en position 3. Donc nous, du moins moi, dans cette présentation, je vais vous présenter la structure du CLP 980 qui présente une insaturation en position 5. Donc on a relevé les concentrations minimales inhibitrices en fonction des différentes bactéries ou vibrilles marins et on les a comparées à la polymyxine B qui est un standard. Donc pourquoi on l'a pris comme standard? C'est parce que c'est un peptide cyclique comme le nôtre, qui ressemble étroitement au nôtre, possédant une chaîne grasse également. Donc si on prend par exemple un vibrio, donc le Tasmaniensis, donc si on voit le CLP 940, on a une concentration micellaire, du moins une concentration minimale inhibitrice de 6,25 micromolaires. Donc dans le CLP 940, on n'a ni d'insaturation, ni de substitution, du moins d'hydroxydation en position 3. Par contre, sur le CLP 952, on a comme on le voit ici, sur le CLP 952, on a une insaturation en position 5. En revanche, on voit que la concentration minimale inhibitrice augmente fortement. Sur le CLP 954, on n'a aucune insaturation, mais une chaîne qui est un peu plus grande que le CLP 940, et on a notre concentration minimale inhibitrice qui diminue. Donc si notre concentration minimale inhibitrice diminue, notre activité augmente fortement. Donc ce qui nous intéresse fortement. Donc plus l'activité est grande, mieux c'est pour nous. Donc la concentration minimale inhibitrice, elle dépend donc de la nature de la chaîne grasse et du type de bactérie qu'on utilise, qui est présenté ici, parce que d'une bactérie à une autre, on n'a pas la même concentration. Donc l'activité du CLP, comment il agit? Il provoque une perméabilité de la membrane, ce qui conduit à la lyse de la bactérie. Donc il la détruit complètement. Donc on s'est intéressé aux relations structure-activité, et des interactions ont été faites entre le cyclolipopeptide et le lipopolysaccharide. Le lipopolysaccharide, où est-ce qu'on le retrouve? Donc à la surface des bactéries gram négatifs. Donc en fait, quand notre peptide arrive au niveau de la bactérie, la première interaction qu'il va avoir, c'est avec le lipopolysaccharide, donc ici. Donc ici, on a un zoom. Donc le lipopolysaccharide possède 3 parties bien distinctes, donc le lipide A, le corps d'oligosaccharide et l'antigène O. Donc sa masse moléculaire varie de 10 kDa à 20 kDa en fonction de cet antigène O qui peut varier de n est égal à 4 à 40. Donc on s'est intéressé à la structure. Donc le problème, c'est que le CLP n'est pas structuré dans l'eau comme la plupart des peptides. Donc on s'est dit qu'on allait faire des micelles pour mimer les modèles membranaires. Le problème, c'est que le SDS et le DPC, donc c'est pas assez proche de la réalité. Donc on s'est dit qu'on allait faire des micelles de LPS, vu que c'est plus proche de la réalité et que notre peptide entre en interaction avec le LPS. Et en plus, le LPS forme des micelles de haut poids moléculaire en solution. Donc l'objectif de ma thèse, c'est d'obtenir une meilleure définition des relations qui existent entre les antimicrobiens et la surface des bactéries. Donc on a fait la RMN. Donc la RMN des micelles de LPS, voilà ce que ça donne. Donc c'est pas bien défini. Étant donné que le LPS est trop gros, on ne verra absolument rien du tout. Ça se traduit par des pics larges. Notre peptide, on ne le verra absolument pas dans des micelles de LPS. Donc la méthode, c'était de faire du transfert de Noé. Donc le transfert de Noé, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc ça permet de déterminer indirectement la structure de notre peptide
lorsqu'il est lié au LPS. Donc le peptide, en fait, il a une masse moléculaire de taille intermédiaire de 1000 Dalton, ce qui se traduit donc en RMN par des faibles Noé positifs, voire des Noé nuls. Donc en fait, on n'observera absolument rien du tout. Par contre, si on rajoute un petit peu de LPS, ça permet au CLP, quand il est lié au LPS, d'acquérir les propriétés de mouvement du LPS. Donc ce qui se traduit par des Noé intenses négatifs. Donc en fait, on transfère l'information. Et ce qui nous permet en fait aussi du moins on peut faire cette expérience-là uniquement si on a de la dynamique. Il faut qu'il se dissocie. S'il ne se dissocie pas, on ne verra absolument rien. Donc ce qui fait le TRNOE, donc pour ceux qui font un peu de RMN, donc c'est exactement comme la séquence du noisy. Donc on a fait différentes expériences RMN 2D pour déterminer la structure. Donc l'identification des résidus avec le toxi COSI. Donc le COSI, donc le NH verra le H-alpha en J3. Donc ça nous permet de voir les J3. Le toxide permet de déterminer tout le système de spin d'un acide aminé, donc voir les H-alpha, H-bêta et H-gamma. Le noisy, lui, nous permet de déterminer toute la séquence, l'enchaînement de séquences. Donc, une fois avoir identifié tous les résidus, il faut les mettre dans le bon ordre. Donc ce qui nous permet, le NH d'ici verra le H-alpha ici, et ainsi de suite. On détermine du coup toute la séquence de notre peptide. Donc j'ai réalisé l'attribution complète et quantifié les Noé. Donc en tout, on a quantifié 113 Noé, dont 100 interrésidus. Ce qui nous a permis de faire de la modélisation moléculaire. Donc il faut savoir aussi qu'avant de faire la modélisation moléculaire, il faut déterminer les configurations de chaque acide aminé aussi. Parce qu'il faut construire une structure avec la bonne configuration de la bonne chirilité. Donc on a les trois résidus. On a 3 résidus qui ont été déterminés par des Japonais. Donc la leucine, le diaminobutyrique et l'arginine en configuration L. Donc on les a configurés en position L. Par contre, pour les 4 autres résidus, on n'avait pas la configuration, donc on a fait 2 tests. Donc en configuration D et en configuration L. En D, ça ne nous a rien donné. Et en L, on a réussi à déterminer cette structure. Donc les Noé, on les a déterminés, on les a rentrés en tant que contrainte de distance RMN. On a lancé un logiciel de modélisation, donc le logiciel Amber qui utilise des champs de force. On a généré 100 structures du peptide et on a retenu les 20 structures de plus basse énergie qui sont présentées ici. Donc, en conclusion et perspective, donc, ce qu'on a pu déterminer, c'est que l'association de notre peptide est dynamique. Si on n'avait pas de dynamique, on ne pouvait pas avoir de réponse en RMN, en térénoésie. Donc, dans l'avenir, ça serait de faire des tests sur des souches bactériennes avec des LPS différentes, afin de voir si l'interaction est spécifique suivant la nature du LPS, et voir si on a un lien direct avec l'activité antibactérienne. En parallèle avec ce projet-là, je fais aussi de l'interaction avec les polysaccharides, du moins des polysaccharides avec la surface modèle naturelle ou modèle de Leishmania, afin de déterminer le mécanisme d'interaction entre les galactofrénolipides et le glycocalix. Et ce projet-là est en collaboration, du coup, c'est avec mon deuxième directeur de thèse, avec Laurent Legentil. Merci de votre attention.